Nous passons au point suivant. L'ordre du jour appelle une proposition de résolution portant sur les exigences techniques et procédures administratives applicables aux opérations aériennes. Nous écoutons au nom de la Commission de transport et tourisme Monsieur Brian Simpson. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je suis à la tête de cette commission. Il me revient donc de présenter formellement cette proposition de résolution qui a été adoptée par la Commission Transport et Tourisme, à savoir de rejeter la proposition de la Commission parce qu'il s'agit ici en fait des opérations aériennes du temps de vol. Personnellement, j'ai un avis un peu divergent par rapport à l'avis formulé par la Commission à l'époque. Mais je soumets donc formellement cette proposition à votre sagacité. Merci beaucoup. Nous écoutons maintenant pour la Commission Monsieur le Commissaire Kallas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette proposition relative à la limitation des temps de vol n'est pas une proposition législative comme il y en a 13 à la douzaine. En fait, elle a trait à la sécurité. Elle a été adoptée par le comité des États membres compétents en date du 12 juillet 2013 à une majorité écrasante. L'Agence européenne de sécurité a été autorisée à mettre au point des règles en matière de sécurité dans le domaine de l'aviation. Or, j'ai le sentiment, personnellement, que les détails en matière, ou les détails s'agissant du règlement relatif à la sécurité ne doivent pas faire l'objet d'un débat politique. Ce doit être réglé par des experts mandatés et autorisés. Lorsque nous avons négocié avec nos partenaires à l'étranger, et je puis vous dire que les négociations avec certains pays, notamment à l'Est et à l'Ouest, ont été particulièrement ardues et ils sont toujours demandeurs. Enfin, nous sommes toujours demandeurs auprès de nos partenaires pour que toute ingérence politique soit exclue, pour faciliter les prises de décision constructives. Permettez-moi d'apporter quelques précisions en ce qui concerne ce règlement. Tout d'abord, en ce qui concerne le considérant 5 de la proposition, les États membres peuvent mettre en place et exécuter pour leurs opérateurs des mesures allant au-delà de celles qui figurent dans le règlement tant que l'on suit les procédures exigées et à un niveau équivalent de sécurité. Deuxièmement, les réglementations de l'Union européenne sur le temps d'attente ont été mises au point de manière à ce qu'aucun personnel navigant ne soit en service de vol pendant plus de 10 heures. Et la Commission souhaite que soit adoptée la spécification de certification de manière à ce qu'aucun membre d'équipage ne soit en service de vol après plus de 18 heures de veille. Troisièmement, pour les vols de nuit, la Commission demandera à l'Agence européenne de sécurité aérienne de prévoir dans ses spécifications que les compagnies aériennes aient des plans de gestion de la fatigue pour les personnels dès lors qu'un vol dépasse un maximum de 10 heures. Et quatrièmement, les parties prenantes, y compris les représentants des personnels navigants, seront associés à tout nouvel examen de la question du temps de service et des périodes de vol. Le Parlement européen peut décider de suivre la proposition ou de ne pas la suivre et de maintenir les règles nationales pendant plusieurs années. Les durées de vol, le temps de vol n'est pas une question qui n'est pas réglementée dans les États membres. Et la Commission respectera votre décision. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Grosch. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. J'aimerais commencer par formuler 2 remarques liminaires. J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont traité ce dossier qui est fort technique. Merci à tous ceux qui ont contribué au fait que nous avons maintenant des informations équitables qui nous sont parvenues et que nous avons des informations qui nous ont permis d'avoir une bonne législation que nous pouvons soutenir au sein de ce Parlement. Je remercie particulièrement le collègue Saïda Del Cavalavita qui a essayé jusqu'à ce jour de préciser certains passages
afin que des questions qui ont été posées à juste titre dans différentes commissions puissent encore trouver des réponses claires. Et je crois que la position du commissaire a permis de préciser ces réponses à ces questions. Au sein du PPE, nous avons pour priorité la sécurité. Nous ne laissons dicter par personne, ou plutôt nous laissons reprocher par personne le fait que nous sommes le bras politique des groupes de pression et de l'industrie. Nous souhaitons avoir la sécurité pour les passagers. Tout le reste, c'est faux et tout le reste peut être réfuté pour toutes nos initiatives. La proposition de la Commission, et nous avons mené notre propre enquête, représente clairement pour nous un progrès par rapport à ce que nous avons maintenant. Bon, peut-être qu'on n'a pas réussi à atteindre tout ce que certains appelaient de leur vœu, mais cela représente néanmoins un progrès. Bon, si l'on part du principe que si quelqu'un adopte ce texte à l'heure actuelle, va régresser en termes de sécurité, se trompe. C'est l'élément, l'argument le plus important pour nous et il importe également de le soutenir. Nous avons reçu des précisions par le commissaire aujourd'hui et ces précisions représentent également à nos yeux que dans certains pays, sur certains points, il y a une réglementation plus stricte et que l'on ne peut pas revenir en arrière. Et pour moi, c'est un élément essentiel. Ces mesures sont très importantes, sont toujours à voir en relation avec la coopération, notamment en relation avec les personnes concernées, d'où le quatrième point, Monsieur le Commissaire, qui est très important. J'espère également qu'à l'avenir, ce dialogue qui sera mené ici sera un dialogue objectif et ce n'est pas un dialogue où on modifie un peu les vérités comme nous l'avons lu et vu ces derniers temps. Le Président, merci beaucoup. Monsieur El Khadroui, pendant 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président de la Commission, chers collègues, permettez-moi d'emblée de vous dire que j'ai conscience de la complexité du dossier et des émotions que peut soulever précisément ce dossier. Cela étant dit, je dois dire qu'il faut examiner les faits de manière sereine et n'arriver à des conclusions qu'après un examen serein de la question. Et je souhaiterais vous dire quelques mots de la procédure, parce qu'elle a fait l'objet de nombreuses critiques, mais quoi qu'elle en soit, elle est la conséquence d'une législation qui a été adoptée il y a de cela quelques années par cette même maison, le Parlement européen. Et nous savons fort bien que ce qui avait été dit à l'époque était, eh bien, ce genre de questions techniques, il faut les remettre aux experts. Et l'Agence européenne de sécurité aérienne s'est mise au travail pendant 3 ans. Les 6 derniers mois, la Commission a repris à sa charge ce travail en consultation avec les parties prenantes. Ensuite, une décision a été prise qui a été adoptée par les experts des différents États membres. Et voilà que maintenant, nous sommes saisis de ce dossier et que nous avons le choix de nous opposer ou de ne pas nous opposer à cette proposition de résolution. Les semaines écoulées nous ont amenés à entendre des arguments de toute nature s'agissant de ce dossier. Je suis sensible aux arguments avancés par certains et aux critiques présentées par certains, mais sur le fond, et M. Brian Simpson, notre collègue, l'a dit très clairement, sur le fond, donc, si vous opérez une comparaison objective entre ce dont nous sommes saisis maintenant, ce qui est sur la table maintenant d'un côté, et ce que les réglementations nationales prévoient de l'autre, eh bien, il faut dire que dans 95% des cas, l'on est au moins au même niveau que le niveau national, et parfois la proposition est même meilleure que ce qui existe dans les réglementations nationales. Maintenant, bien entendu, cette discussion pose un problème, à savoir que l'on ne procède pas à une comparaison avec les réglementations nationales, mais avec la pratique au plan national. Or, souvent, la situation est préférable aux réglementations nationales parce qu'il y a des conventions collectives qui ont été signées, parce que d'autres accords sont intervenus qui permettent d'avoir des régimes plus favorables en matière de période de service et de période de repos ou de temps de vol. Et monsieur le commissaire, vous l'avez dit, les régimes existants, les législations sociales peuvent aller plus loin, mais cela vaut aussi pour les régimes en matière de sécurité qui peuvent avoir des dispositions plus strictes et les États membres doivent être libres de les appliquer si elles le souhaitent. Je ne vais pas citer les nombreux exemples que j'aurais pu vous citer, mais cette clause d'amélioration de la sécurité me semble quelque chose d'important. Et puis, cette histoire également des 18 heures, c'est essentiel également. Il faut le dire pour les vols de nuit.
parce qu'il faut qu'il y ait pour les vols de nuit une gestion des risques de fatigue. Et cela constitue une base solide qui permettra à l'avenir d'aller plus loin, de consolider ce qui existe déjà avec les parties prenantes et toutes les personnes et entreprises intéressées. Donc encore une fois, merci. Et je vous propose de ne pas soutenir la motion et donc d'accepter la proposition de la Commission, d'autant que nous avons entendu des précisions de la part du commissaire qui nous donnent satisfaction. Madame Meissner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également à Monsieur le Commissaire Kallas de vos explications. Oui, effectivement. Bien, moi, je ne me suis pas facilité la vie parce que la première fois que j'ai entendu ce dont on parlait, j'étais assez sceptique. Je n'étais pas vraiment sûre que cette proposition était la bonne. J'ai également posé d'autres questions. J'ai demandé un peu si la décision 2008 était la bonne, à savoir qu'il y a une commission spéciale qui devait évoquer la question avec l'AESA, s'il fallait discuter de ces temps de vol. J'ai beaucoup examiné de documents, j'ai également organisé beaucoup de choses. On a eu l'audition en commission de transport, j'ai également parlé avec des pilotes, pas seulement les pilotes des syndicats, mais avec d'autres pilotes, et je suis parvenue à la conclusion suivante en fin de parcours, c'est que cette proposition représente en tout cas un bon compromis qu'il conviendrait de soutenir à ce titre. Évidemment, il est perfectible, mais je vais parler explicitement en fait des différents points qui ont été évoqués. Pendant l'audition, on avait entendu dire que la nuit maximale de vol ne devrait pas dépasser les 10 heures. Aux États-Unis, ce n'est que 9 heures. On peut juste voler 9 heures. Alors, au lieu de 11h45, on a 11 heures maintenant. C'est bien sûr plus que 10 heures, plus que 9 heures. Mais si on se compare justement aux États-Unis, on se rend compte qu'ils ont des temps de repos si courts, beaucoup plus courts lorsqu'ils ont fait un vote continental. Je me dis que c'est quand même finalement bien mieux d'avoir ces 11 heures et d'avoir beaucoup plus de temps de repos lorsqu'on a longtemps volé. C'est ce que nous avons dans cette proposition. Donc je suis parvenue à la conclusion qui me fait dire que cette proposition est une amélioration très nette par rapport au statu quo que nous avons maintenant dans beaucoup d'États membres et également par rapport à ce que nous avions au niveau européen. Et finalement, c'est ce qui importe. On a également évoqué le fait qu'un État membre, s'il souhaite aller au-delà, aller plus loin, avoir des conditions meilleures, et s'il souhaite également avoir, ou une compagnie aérienne isolée souhaite avoir de meilleures conditions, c'est toujours possible, ce n'est pas interdit. Ce qui est décisif, c'est que nous ayons bien progressé avec cette proposition qui est en fait un compromis, et les compagnies aériennes n'ont pas applaudi dès demain. Bon, évidemment, nous devons également prendre en compte là lorsque nous prenons cette décision, mais nous avons pu améliorer les conditions de sécurité qui s'appliquent à l'ensemble de l'Europe. Il y a juste un cas où dans 3 États membres, il y a de meilleures conditions à l'heure actuelle que ce que nous avons dans la proposition. C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé à mon groupe politique de rejeter cette proposition, justement de soutenir cette proposition-là dont nous parlons maintenant, parce que ce qui est très important aussi, on devait soutenir la résolution, on aurait fait tout le travail pour rien, on aurait donc le statu quo qui perdurait, qui est certainement plus mauvais que ce que nous avons dans la proposition. Merci. Et maintenant, nous écoutons pendant 2 minutes 30 M. Kramer. Monsieur le Président, chers collègues, en 2009, il y a eu à Buffalo un accident d'avion qui a coûté la vie à 50 personnes. C'était épouvantable parce qu'il s'est écrasé sur une zone habitée, cet avion. Les 2 pilotes s'étaient endormis et l'on pouvait entendre le sommeil des pilotes dans la boîte noire. 9 heures par nuit suffisent, avaient dit les Américains, 6 au total. Or, nous en sommes bien éloignés. Un pilote sur 3 a reconnu qu'il lui était déjà arrivé de s'endormir au commandant de l'avion et un pilote sur 2 a constaté que son copilote était endormi également. Et en août 2013, 2 pilotes se sont endormis au-dessus du Royaume-Uni. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Or, la proposition actuelle est le résultat du 216 de 2008 du Conseil et où l'on donnait mandat à la Commission de fixer les temps de repos et de vol en tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. 10 scientifiques mandatés par l'Agence européenne de sécurité aérienne ont indiqué que 10 heures devait être le maximum parce que dans le cas contraire, cela mettait en péril la sécurité. Pourquoi, Monsieur Kallas, optez-vous pour 11 heures? Parce que depuis les États-Unis, les vols ont besoin de 11 heures et ensuite il faut que vous embauchiez un 3e pilote. Si vous vouliez respecter les connaissances scientifiques qui fixent la limite à 10 heures, cela constituerait 1,50 € par billet d'avion supplémentaire. Moi,
je ne connais personne qui dirait 1,50 €, c'est trop cher. Et je ne suis pas prêt à dépenser 1,50 € pour éviter que les pilotes s'endorment. La sécurité des passagers et du personnel navigant, c'est là la priorité des priorités. Ça fait 3 ans que rien ne se passe. Et voilà que juste avant qu'ait lieu la discussion, vous arrivez avec des petits détails et vous dites que vous... et c'est parfaitement absurde ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il si l'on devait avoir un Buffalo 2009 en Europe? Eh bien, les législations seraient modifiées dans l'instant et nous suivrions au moins les dispositions américaines. Et s'il y a un accident, c'est vous qui serez responsable parce que vous aurez refusé d'accepter les critères spécifiés par les scientifiques relatifs à ces 10 heures. Et les collègues qui, lors du vote, voteront pour le projet de la Commission et contre notre résolution auront également leur part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter pour notre résolution, pour notre motion, pour la sécurité des personnels navigants et des passagers. Merci beaucoup. Mr. Kramer, will you accept blue card from... Monsieur Kramer, est-ce que vous acceptez une carte bleue de Madame Meissner? Lieber Kollege Kramer, Cher collègue Kramer, oui, effectivement, la sécurité dans le transport, c'est très important. Justement, en commission des transports, nous parlons de tous les moyens de transport. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi d'avis de dire que c'est justement la sécurité du ciel, du transport aérien qui est particulièrement élevée? Parce que si tel était le cas, si ce que vous disiez est vrai, qu'il y avait beaucoup de pilotes qui s'endormaient constamment, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir eu beaucoup plus d'accidents, d'événements? Et troisièmement, ce sont justement chez les pilotes qu'on a la possibilité de dire « je ne me sens pas en mesure de voler » et que donc on peut dire en gros qu'on est incapable de voler. Mais oui, mais moi j'aimerais le voir ce pilote qui va reconnaître qu'il ne peut pas voler parce qu'il aura peur d'être licencié. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais savoir. On dit toujours que cette résolution était meilleure. Mais qu'en est-il justement de ces différentes dispositions d'exécution? On ne les connaît même pas, mais nous votons quand même là-dessus. Et pourtant ce n'est pas marqué parce qu'il y a peut-être marqué que c'est 12h30, c'est 3/4 d'heure en plus, que c'est déjà possible maintenant. Et nous, en fait, nous ne sommes pas du tout informés fondamentalement. Et on doit voter, c'est quand même pas vrai, c'est pas possible. Bon, parce qu'évidemment, je vais avoir une réglementation législative sur l'ensemble de l'Europe. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, Monsieur Kallas. Et il ne faut pas que chaque État membre commence à avoir une règle chacun dans son coin. Donc les 10 heures, c'est suffisant. Il faut pouvoir respecter ce que nous disent les scientifiques. Merci. Madame Foster, 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Au nom de mon groupe, je suis tout à fait déçue de voir que cette résolution a saisi la plénière. Et il y a une absence d'information concernant cette question. Moi, je dispose de toutes les informations, Monsieur Kramer, au cas où vous auriez besoin d'informations supplémentaires. J'ai travaillé dans ce secteur pendant plus de 25 ans avant de devenir député et les limites de temps de vol étaient bien plus élevées. Et en ma capacité de syndicaliste, mon expertise dans ce domaine a été particulièrement utile. Je prends au sérieux les questions de sécurité, étant donné que j'étais responsable des dispositions obligatoires au sein de l'Union européenne et l'amélioration de la sécurité après 2011. En se fondant sur les experts de l'industrie, les représentants du secteur ont participé aux discussions et ont suivi les différentes évolutions techniques. Tout seuil concernant le temps de vol doit être considéré comme un paquet plutôt qu'un ensemble, plutôt que des exigences isolées. Ce paquet de mesures contient des dispositions dont nous nous félicitons qui peuvent améliorer la sécurité dans le règlement dans son ensemble. Ces modifications prévoient des règles plus strictes dans que celles qui prévalent dans les différents États membres, également en Allemagne. Mais ce règlement n'a pas d'incidence sur des accords collectifs, des conventions collectives. Il s'agit ici de limites de temps de vol. Les règles seront d'application et les niveaux de sécurité plus élevés seront toujours garantis grâce à cela. L'autorité britannique, la Civil
Authority Aviation, ainsi que les autres autorités d'aviation, de navigation aérienne, appuient ce texte. Et j'espère que nous allons ici rejeter ce projet de règlement. Il faut d'ailleurs qu'il y ait un report en commission 1 an après la mise en œuvre de ce règlement. Monsieur le Président, je viens d'une nation qui se fonde sur des transports sûrs, notamment dans le domaine de la navigation aérienne, et cela afin d'effectuer le transport de passagers et de marchandises. Les passagers doivent voyager tout en ayant conscience que les règles de sécurité maximale sont d'application, et c'est la raison pour laquelle mon groupe va soutenir le règlement tel qu'il est présenté. Merci. Madame Wils pour 2 minutes. Merci beaucoup, Madame Wils, pour 2 minutes. Merci beaucoup. La proposition de la Commission européenne s'agissant des temps de vol et des périodes de repos pour les pilotes et personnels navigants sont extrêmement dangereux et parfaitement irresponsables, au propre sens du terme. Avec les règles actuelles, un pilote trop fatigué finira tôt ou tard par causer un accident. Il y a déjà eu des incidents au sol ou dans l'air. Des pilotes trop fatigués sont à l'origine de ces incidents. Les équipages, après 11 heures et 12 heures et 30 minutes, doivent cesser de voler. Alors que les scientifiques ont indiqué que 10 heures était vraiment la limite maximum si l'on souhaitait un vol sûr. On permet également à un pilote de faire atterrir un avion avec énormément de passagers à son bord après 22 heures de vol. Un pilote trop fatigué n'aura pas les réflexes dont il a besoin. La sécurité des passagers doit l'emporter sur les bénéfices que dégagent les entreprises, les compagnies aériennes, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les pilotes, les personnels navigants doivent avoir les garanties juridiques nécessaires pour qu'elles ne soient pas sacrifiées sur l'autel des bénéfices des compagnies aériennes. La proposition de la Commission rejette l'avis de 5 études indépendantes scientifiques qui ont été mandatées par l'Agence européenne de sécurité aérienne. La Commission européenne a également refusé des dispositions relatives à la sécurité en droit non contraignant parce que les États membres n'ont pas de voix au chapitre pour l'adoption de ces législations. Demain, le Parlement doit rejeter cette proposition et prier instamment la Commission de formuler une proposition améliorée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Kuhn, pour 2 minutes à présent. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire Kallas. Je crois pouvoir dire que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'émotions. La question de la sécurité aérienne représente vraiment un des droits fondamentaux qui existent en matière de transport aérien. Il était donc juste aussi que le Parlement s'en saisisse avec la Commission et le Conseil à l'époque. Il y a eu instauration d'un groupe de travail qui a pu travailler indépendamment, composé de membres de l'Agence européenne de sécurité aérienne, mais également des autorités nationales en matière de sécurité aérienne, mais également avec des pilotes et puis avec du personnel navigant. Ils ont tous pu donner leur expérience, la faire partager, donner également leur avis. Il y a une évaluation des 50 expertises qui ont eu lieu. On a essayé de voir un peu quelles étaient les bonnes limites en matière de vol. Alors, il y a une réduction parce qu'on est passé de 11h45 à 11h et on a élargi la possibilité de vol de nuit. Il y a également une gestion de fatigue parce que c'est nécessaire pour que les pilotes puissent avoir un temps de repos suffisamment long avec les vols intercontinentaux. Effectivement, il ne s'agit pas ici de vols nationaux parce qu'il faut pouvoir faire également ces vols, mais que l'on puisse également bien travailler, qu'on puisse travailler l'esprit tranquille. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été intégrés dans ces travaux. J'estime qu'il est nécessaire qu'on puisse réfléchir à toutes ces questions-là. Et bon, et si maintenant il y a une pomme de discorde qui voit le jour parce qu'on dit 10 heures, 11 heures, il faut réglementer, régler le problème. Le commissaire Kallas l'a dit tout à l'heure. Il avait dit ce qu'il en était clairement, 18 heures par semaine, c'est négocié et tout ce qui dépasse les 10 heures de temps de vol de nuit, c'est quelque chose qui est intégré dans une gestion du risque spécifique et la solution, elle est là, elle existe.
C'est une des raisons pour lesquelles nous avons également la possibilité de revenir sur cette proposition de résolution, que nous ne pouvons pas voter sur cette proposition. Nous ne sommes pas d'accord. Nous souhaitons que ces conditions de sécurité soient ancrées en Europe avec des normes minimales de sécurité pour que tous les passagers puissent voler en sécurité sur la même base dans notre espace aérien unique en Europe. Merci. The blue card, will you accept? Acceptez-vous un carton bleu From Mr. Kramer? pour Monsieur Kramer? Oui, vous avez évoqué l'AESA. Est-ce que vous savez que la Cour des comptes européenne a mené des recherches et a tranché, a dit que l'AESA représentait le plus grand et le meilleur groupe de pression pour l'industrie en Europe, avant tout autre groupe de pression. Et c'est confirmé ici, c'est également confirmé du côté des pilotes. Et puis, les compagnies aériennes reçoivent chaque année 30 milliards du contribuable parce qu'ils n'ont pas de TVA, plus de taxes sur le kérosène pour les vols internationaux, parce que ce sont les clients des banques qui doivent payer tout cela. On voit bien ici qu'on favorise ici encore l'AESA. Et quelle est votre position quand je vous dis ça? Cher collègue Kramer, oui, effectivement, je connais également votre argumentation politique, parce que vous les retournez et retournez encore dans chaque manifestation, chaque conférence, la question de kérosène, etc. Alors l'AESA, c'est une instance européenne, elle ne suit aucune directive, on ne peut pas l'influencer politiquement. Il faut le dire clairement, parce que vous pouvez le dire pour le Bundesamt, l'autorité fédérale responsable de la même question en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou ailleurs, que sais-je encore. Vous pourriez partir du principe que tout le monde est acheté là-bas et qu'en fait, ce qui les intéresse fondamentalement, c'est les bénéfices maximum pour les compagnies aériennes. Et moi, je m'insurge contre ce que vous dites. Merci. On see Mr. Fleckenstein. La parole est à Monsieur Fleckenstein. Mais puisqu'il n'est pas là, je donnerai la parole à Monsieur Bennion. Thank you, Chair. This hasn't been the easiest to find. Merci, Monsieur le Président. C'est un dossier particulièrement difficile à comprendre. Et nous devons faire preuve de prudence pour ce qui est de la décision. Lorsque l'on dit que les pilotes dorment ou s'endorment pendant leur service. Et nous, en tant que députés, nous prenons souvent l'avant. La sécurité aérienne est particulièrement importante. Il y a plusieurs législations dans les différents États membres. Cela n'est pas sûr pour les pilotes ni pour le personnel navigant. Il faut dès lors voir quelle est la situation en ce qui concerne les temps de repos, les temps de service. Ces vides juridiques seront maintenus si nous n'agissons pas. Je pense que ici, nous n'avons pas de règles là-dessus. Si vous avez par exemple la gestion, elle est complexe. On ne peut ici uniquement porter notre attention sur certains éléments. Il faut voir l'ensemble et voir quelles sont les règles de gestion de la fatigue plutôt que de se fonder sur les connaissances scientifiques. Bien évidemment, cela permet de réviser ces critères sur une période de 3 ans. Cela est important pour le personnel et pour les passagers. Mais nous avons besoin de ces règles aujourd'hui en matière de sécurité en Europe et pour garantir cette sécurité. Je vous remercie. Madame Lichtenberger a la parole pour 2 minutes. Mesdames et messieurs, monsieur le commissaire, vous avez évoqué 4 points. 4 points qui se fondent sur une réglementation qui devrait intervenir à l'avenir, qui, au cours des débats que nous avons eus en commission, n'ont tout simplement pas été présentés. Est-ce qu'il faudrait que je vous fasse confiance maintenant? Très franchement, je crois que vous nous en demandez un peu beaucoup. Tant qu'il n'y aura pas de proposition, tant qu'il n'y aura pas de prise de position très claire, indiquant comment les choses se présentent dans la pratique, comment voulez-vous attendre de notre part que nous croyions en ce que vous nous dites, comme si c'était parole d'évangile, des petites remarques en italique sur l'éventuelle amélioration d'une situation à l'avenir? Tant que nous n'aurons pas quelque chose de concret, il nous est impossible d'en parler. Après tout, il n'est pas étonnant de constater que ce sujet suscite tant d'émotions. Parce qu'après tout, il y a 3 questions qui se posent ici, sur lesquelles il serait bon de revenir. Tout d'abord, première question. Pourquoi, pour les automobilistes, nous avons des règles qui sont plus strictes
sans lacune pour les compagnies aériennes. Pourquoi les études qui sont présentées, sur les études, on n'accepte que celles qui défendent les intérêts des compagnies aériennes? Sur toutes les études, on n'accepte que celles-là. Et puis troisième question, pourquoi les compagnies aériennes applaudissent-elles des deux mains les propositions que vous faites, comme elles l'ont fait pour les propositions relatives aux droits des passagers? Les effets de la fatigue sont un sujet qui fait l'objet d'études depuis longtemps par les scientifiques. La monotonie, les travails postés, les horaires irréguliers, commencer à travailler la nuit, finir pendant la nuit, tout cela a pour conséquence une probabilité d'accident augmentée. Monsieur le commissaire, si vous vous cachez derrière votre petit doigt et faites comme si ça n'existait pas, alors je crois que vraiment vous mettez le pied sur une pente extrêmement savonneuse. Nous devons défendre les intérêts des citoyennes et citoyens, et il ne s'agit pas d'agir suite aux pressions de groupes de pression qui, eux, n'ont pas ménagé leur peine. J'aime autant vous le dire. Merci beaucoup. Madame Lichtenberger, will you accept? Acceptez-vous un carton bleu de Monsieur Lightfeet? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaitais saisir cette possibilité qui m'est offerte pour vous féliciter. Je crois que c'était une résolution verte et qui avait débouché sur le fait que quelque chose se passe, mais quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, à savoir que quelque chose a bougé. Parce qu'après, nous avons voté, nous avons donné notre accord, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, tout commence à changer. Si tel était le cas, qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous? Quand est-ce que serait suffisamment changé cette situation? Mais moi, je crois que cette question est assez simple. Si nous avons des résultats de la science, si ces résultats-là, les fruits de la recherche scientifique, étaient pris en compte à 100%, suffisamment en tout cas, moi, ça m'irait. Mais tant que l'on continue à voir ce genre d'addition, tant qu'il y a un grand écart entre ces acquis scientifiques et ce qui se fait avec le fait qu'il ne faille pas dépasser tant ou tant de délais de vol, de repos, tant que la réglementation repose sur une base volontaire, que l'État a peut-être la possibilité d'aller plus loin dans ses dispositions, je ne pourrais pas accepter ce qui se fait. Mais si maintenant on a des propositions claires et nettes, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour moi. Mais je veux avoir ces propositions par écrit, une promesse de cette plénière en termes très généraux. Cela ne me suffit pas, je vous le dis. Merci beaucoup. Intervenant suivant. Monsieur Corr. Pardon, c'est Monsieur Hénin. Monsieur Hénin pour une minute tout d'abord. Merci Monsieur le Président. La force du transport aérien repose sur sa sécurité, qui est une affaire d'organisation et de réglementation très stricte. C'est grâce à cela que l'aérien est le mode de transport le plus sûr au monde. Grâce également au professionnalisme de milliers de femmes et d'hommes dont les tâches sont chaque jour plus pénibles. Reculer sur les limitations de temps de vol, comme le propose la Commission, c'est remettre en cause la sécurité des passagers et des personnels navigants. Une étude britannique menée sur 500 pilotes de ligne a révélé que la moitié se serait déjà endormis aux commandes et que lorsqu'ils se sont réveillés, pour un tiers d'entre eux, l'autre pilote dormait également. Oui, il faut aller plus loin dans la réduction du temps de service de nuit pour tous, y compris les hôtesses et les stewards. Oui, il faut aller plus loin concernant le nombre d'heures de vol maximum sur 12 mois. Oui, il faut limiter strictement les combinaisons des temps de service et des temps d'attente à l'aéroport. Et puis, pour faire gagner quelque argent supplémentaire aux actionnaires, ce Parlement dont la majorité commence à taper sur les pupitres quand il a voté plus de 2 heures, va imposer à des salariés de travailler plus de 11 heures. Thank you very much. And next speaker for 2 minutes is Mr. Koch. Pour 2 minutes, cette fois, c'est bien Monsieur Koch. Dieter Lebrecht. Monsieur le Président, tout d'abord, permettez-moi de remercier les pilotes et les personnels navigants pour la qualité remarquable de leur travail. Ils contribuent énormément au fait que nous avons l'espace aérien qui est probablement le plus sûr du monde. Et il n'y a rien que l'on puisse améliorer d'un point de vue social ou du point de vue de la sécurité ou de l'environnement. Et par conséquent, la Commission européenne nous avait donné le mandat, en coopération avec l'Agence européenne de sécurité aérienne, de formuler une proposition sur les services, sur les temps
temps de vol et les périodes de repos et les périodes de service pour les personnels navigants et pilotes. En 4 ans, la ESA a présenté plus de 50 études. La proposition qui nous est soumise ne va pas aussi loin que l'avaient souhaité les pilotes, mais dans aucun des cas, la proposition ne détériore-t-elle la situation actuelle? Si nous devions refuser la proposition de la Commission, elle disparaîtrait cette proposition. Il n'y aurait même pas ces petits pas dans le sens d'une amélioration de la situation du personnel navigant. Ce ne serait qu'un statu quo. Les médias et les personnels des compagnies aériennes continueraient de critiquer à juste titre la situation telle qu'elle se présente. Je plaide par conséquent pour une amélioration de la situation de la manière suivante. Tout d'abord, il serait bon que nous ayons des normes minimales au plan européen qui seraient reconnus par les compagnies aériennes et par les partenaires sociaux dans le but d'une réduction des temps de vol. Et deuxièmement, pour les pilotes, il faut mieux négocier les conventions collectives. Troisièmement, lorsque l'on autorise une durée de vol de 13 heures par jour, indépendamment d'une série de vols pour lesquels on a réduit 9 heures. Quatrièmement, les périodes de service passerait de 11 3/4 à 11 heures. Cinquièmement, la fenêtre d'opportunité pour les vols de nuit serait réduite. Sixièmement, on introduit le principe selon lequel plus le vol est long, plus la période de repos doit être longue, au minimum 10 heures à domicile. Septièmement, après 7 jours, l'on passe à 48 heures de repos pour 1003 heures par année civile. Tel est le maximum. Je crois que ce sont des améliorations considérables. Koch, will you accept blue card? Merci, Monsieur Koch. Est-ce que vous acceptez un carton bleu? Monsieur Kremer. In den Vereinigten Staaten sind es 9 Mais aux États-Unis, c'est 9 heures pendant la nuit. Et aux États-Unis, bon, c'est pas vraiment un modèle, ce n'est pas vraiment un élève modèle pour le secteur de transport aérien. C'est plutôt le contraire. Est-ce que vous acceptez 4 heures de plus que ce qui est possible aux États-Unis? Et en plus, vous voulez nous vendre ça comme étant un succès? C'est pas possible. Herr Kramer, hören Sie mir einfach zu. Mais écoutez-moi, Monsieur Kramer, on limite en fait le vol de nuit à 11 heures. Vous avez un peu confondu le vol de jour, le vol de nuit, mais à vous de voir un peu ce qu'il en est. Après, il y a d'autres critères également, le temps de repos avant un vol. De toute façon, on a vraiment une meilleure situation que ce qui prévaut aux États-Unis. Merci beaucoup. Intervenant suivant, il s'agit de Monsieur Leichtfried pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes dans une situation un petit peu idiote. Très franchement, je ne vous le cacherai pas. Pourquoi est-elle idiote, cette situation? Parce que il semblerait que nous n'ayons pas été à même d'obtenir un résultat qui donne satisfaction au plus grand nombre. En amont de cet accord, nous nous sommes entretenus avec de nombreux partenaires, les syndicats, les responsables de l'industrie, les pilotes également. Et puis, au bout de cet exercice, certains étaient plutôt mal à l'aise vis-à-vis de la proposition de la Commission. Et on a vu à plusieurs reprises au cours du débat pourquoi les uns et les autres sont mal à l'aise. La première idée qui, en Commission, est apparue et qui me paraissait être tout à fait judicieuse était la suivante. Parlons avec la Commission, disons-lui que l'on peut améliorer et modifier la proposition. Ensuite, les avis divergent quant à la meilleure façon d'améliorer et de modifier la proposition. Mais ensuite, que s'est-il passé? La Commission a opposé une fin de non-recevoir sans appel et a refusé de modifier son texte. Et c'est la raison pour laquelle la Commission des Transports propose que l'on rejette cette proposition de la Commission. Or, voilà que tout à coup des propositions nous sont soumises. Voilà que tout à coup on entend enfin ces propositions. Dans une semaine, on aura, ou demain, un email de la Commission indiquant quelles seront les propositions. Mais ça, c'est parfaitement inacceptable. Comment voulez-vous qu'en 3 ou 4 heures, là, maintenant, et jusqu'au vote de demain, on puisse savoir exactement ce que ça donnera, ces propositions? Franchement, ça manque tout sérieux. Et on peut discuter du sujet, mais le sujet le plus important, c'est celui de la sécurité aérienne. Et donc, moi, j'estime qu'il faut que nous ne votions pas demain. Il faut que nous examinions et que nous passions au crible la proposition de la Commission, que nous reportions à plus tard le vote. Et si rien ne change, ou rien d'important en tout cas,
Alors je ne vois vraiment pas pourquoi nous marquerions notre accord avec cette proposition de la Commission. Merci. Vielen Dank. And next speaker is... Orateur suivant, Madame Durand. Oui, merci, Monsieur le Président. Ouais. Oh là. Bon. Okay. Mike? Okay. Ich weiß nicht, ob ich in der politischen... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai un peu raté quelque chose qui figure à l'ordre du jour. Parce qu'on manifeste son contentement dans la tribune, son mécontentement, via des applaudissements ou pas. Je crois que ce n'est pas autorisé par le règlement. Pourquoi c'est le cas aujourd'hui? J'ai raté un épisode ou quoi? Okay, let's continue. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. La procédure dans le cadre de laquelle nous devons nous prononcer sur la proposition qui nous est soumise ne donne plus à notre Assemblée aucune possibilité ni de la corriger, ni de la renforcer, et certainement pas par des propositions last minute. Dans ces conditions, la question est de savoir si cette proposition représenterait ou pas une amélioration par rapport aux règles européennes et nationales actuellement en vigueur, très incomplètes et imparfaites. C'est tout simplement sans objet. Cette question n'est ni plus ni moins un faux débat. Parce que face à cette proposition qui est pour nous à prendre ou à laisser, le genre de questions que nous devons nous poser aujourd'hui sont les suivantes. Sommes-nous vraiment convaincus qu'après 11 heures de vol de nuit, voire 12h30 en cas de départ dans l'après-midi, un pilote sera toujours en état d'alerte et de vigilance suffisant pour gérer toute manœuvre délicate? Croyons-nous vraiment que ce sera encore le cas après une période de garde à domicile pouvant déboucher sur des heures de vol au terme de périodes d'éveil de 20 à 22 heures? Sommes-nous vraiment prêts à accepter l'idée que quelques heures de repos à bord d'un avion de ligne permettent aux pilotes d'être parfaitement opérationnels après 16 heures en vol? Diverses études scientifiques, dont celle commandée par l'EASA dans le cadre de la préparation de ce règlement, nous disent exactement le contraire. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, il en va de la sécurité des équipages et des voyageurs, mais aussi de celle des éventuelles victimes au sol de toute catastrophe aérienne. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. À moins d'être convaincus que tous les scientifiques se trompent, à moins de croire qu'aucune situation imprévue ou conditions climatiques défavorables n'exigera jamais l'intervention de pilotes, mais aussi d'hôtesses et de stewards en pleine possession de leurs moyens, aussi bien physiquement que mentalement, nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter cette proposition, celle de la Commission, et de vous demander, Monsieur le Commissaire, peut-être avec même les éléments de dernière minute, de vous remettre au travail sans délai et en tenant compte cette fois-ci pleinement des recommandations les plus récentes du monde scientifique. Voilà votre mandat. Thank you very much. And just now... Merci. Je m'adresse à tous nos invités en tribune de bien vouloir ne pas applaudir, ne pas interrompre ce débat, ne pas perturber le cours du débat parce que ce n'est pas conforme à notre règlement. Madame Durand, acceptez-vous un carton bleu de Madame Meissner? Madame Meissner, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher collègue Durand, mais tout à l'heure, je l'avais déjà dit dans mon intervention, j'avais dit que la proposition n'était certainement pas parfaite, on pourrait certainement avoir une proposition meilleure. Mais réfléchissons un peu. Si maintenant, demain, nous votons pour la résolution afin que la proposition soit rejetée, est-ce que vous pensez que, dans l'intervalle, tout pourra être aussi parfait que ce que vous souhaitez? D'un autre côté, est-ce que vous souhaitez vraiment que, si maintenant, demain, on rejetait cette proposition, qu'il y ait des conditions de sécurité plus mauvaises qui continuent de perdurer et plus mauvaises que ce que nous avons dans la proposition? Madame Meissner, je crois que sur la sécurité, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, la Commission nous fait comme ça, en dernière minute, des propositions. Qu'elle nous les fasse très sérieusement, après un vote où nous avons refusé le règlement, et qu'elle revienne avec des propositions complètes qui sont de nature à nous satisfaire. Et ce n'est pas à nous satisfaire écologistes, mais à satisfaire la sécurité de tous. C'est ça qu'on demande, rien d'autre. On est obligé, c'est à prendre ou à laisser. Nous ne prenons pas. Et nous demandons à la Commission de revenir avec des propositions sérieuses, tenant compte des études scientifiques et permettant cette fois de faire une vraie avancée harmonisée pour tous et pas en ayant chacun l'œil rivé sur nos situations nationales. L'aviation est par définition une question transnationale et européenne. Thank you very much. And just now we will continue in debate. Merci.
L'orateur suivant, Monsieur Ferreira. Muito obrigado, Presidente. Senhor Comissário, procurando fugir ao debate e ao escrutínio público. Merci, Monsieur le Président. La Commission souhaite modifier le règlement concernant le temps de vol des pilotes et du personnel. Mais nous avons ici la sécurité des travailleurs et des passagers qui est en jeu. La Commission témoigne, une fois de plus, qui elle sert. Les entreprises aéronautique. Elle veut nous faire croire le contraire, mais elle ne défend pas la sécurité aérienne, ni la sécurité des travailleurs, avec des journées de travail particulièrement longues. Mais la Commission ici prend fait et cause pour les entreprises, comme la TAP au Portugal. Les entreprises souhaitent ici avoir plus de gains, et cela aux dépens de la sécurité des travailleurs et des passagers. Est-ce que vous acceptez un carton bleu de la part de Monsieur Hénin? Vous avez la parole, monsieur. Monsieur Ferreira, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce Parlement qui veut décider de la vie des gens sans avoir de compte à rendre et qui peut s'offusquer au nom d'un règlement stupide que des salariés qui viennent assister au débat applaudissent? Mr. Ferreira. Monsieur Ferreira. Como disse, colega Henin, como disse, estamos habituados a ver. Comme je l'ai déjà dit, nous savons quels sont les intérêts qui sont défendus par la Commission, et malheureusement pas seulement la Commission, mais la majorité de ce Parlement. À ce débat assistent des représentants des travailleurs qui représentent les travailleurs. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, si cette proposition si l'on donne suite à cette proposition, et d'ailleurs nous, demain, nous souhaitons que le Parlement agisse, mais si l'on donne suite à cette proposition, eh bien les travailleurs pourront voir quelles sont les incidences dans leur travail. Merci. Nous allons commencer la procédure intervention à la demande. Monsieur Tarrant, pour 1 minute, vous avez la parole, monsieur. Thank you. I will... Merci. Je vais utiliser une langue que seul le commissaire Kallas et moi-même pouvons comprendre. Je vous invite à chausser vos écouteurs. Les transporteurs aériens, les pilotes, tout le monde a des réponses différentes selon son point de vue. La Commission doit procéder à une évaluation permettant d'établir que les compagnies aériennes font ce qu'elles doivent faire, et il ne faut surtout pas montrer de doigt les personnels. Pour les conducteurs de poids lourds, les durées de service sont beaucoup plus brèves. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a moins de risques lorsque l'on est aux commandes d'un avion que lorsque l'on est au volant d'un camion? Peut-être c'est essentiellement la volonté des compagnies aériennes qui est suivie par la Commission européenne. J'attends avec impatience de voir ce que donnera le vote de demain. Le Parti populaire européen n'est pas uni dans l'intérêt qu'il témoigne à ce sujet. Moi, je souhaite arriver chez moi en pleine sécurité à bord d'un avion piloté par un pilote qui sait de quoi il s'agit. Je ne sais pas comment l'on va parvenir à concilier des objectifs qui sont parfois contradictoires. Merci. Mr. Paška. Monsieur Paška. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Il y a un mois, The Sun, qui est un journal britannique, a parlé d'un incident qui a eu lieu à bord d'un avion transportant des passagers. C'était un long courrier. Et les pilotes se sont endormis. Ils ont avoué qu'ils se sont endormis. Ils ont parlé justement des temps de travail trop longs, également la charge de travail trop longue et trop lourde. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne, nous devrions utiliser cet incident. C'est un appel à l'aide, c'est ainsi que doit le comprendre. Nous devrions absolument prendre les choses au sérieux. Nous devons revenir sur la question justement des 10 heures, des 18 heures, bien y réfléchir.
également le temps d'astreinte, le temps de vol. Je suis persuadé que dans cette discussion, nous devons nous appuyer sur les arguments scientifiques. Nous devons également pouvoir discuter avec les pilotes de toutes ces questions parce qu'ils sont responsables de la vie des passagers. Merci. You have a floor. Thank you very much, President. I'd just like to... Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais ici corriger le dernier orateur parce que l'information qu'il vient de fournir est erronée. Lorsque l'autorité civile de navigation a enquêté, ce n'était pas les faits. Et je suis sûr qu'il serait d'accord avec moi pour dire que nous devons faire preuve de vigilance lorsque l'on dit que l'on a l'industrie la plus sûre dans le monde entier et au sein de l'Union européenne. Nous n'avons pas besoin ici d'informations erronées qui lancent des messages erronés. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur les méthodes à employer, mais, Monsieur le Président, certaines déclarations qui ont été faites par certains députés sont tout à fait inappropriées et tout à fait hors de tout professionnalisme. Et je pense que dans telles conditions, ils ne devraient pas participer à ce débat. Je propose que nous entendions le commissaire Kallas à présent. I have forgotten. Mr. Paška. Ah non, j'ai oublié Monsieur Paška. Ja sa priznám, že nerozumiem vášmu vystúpeniu, pretože to, čo... Je dois reconnaître que je ne comprends pas très bien ce que vous venez de nous dire, Madame Foster. En fait, moi, que vous disais-je? Je ne faisais que citer les informations disponibles au public des médias et l'agence de la aviation civile a confirmé ces informations. Donc il n'y a pas erreur, je ne pense pas. Madame Schröder souhaite prendre la parole dans le cadre des interventions à la demande. Monsieur le commissaire, je souhaitais revenir sur une lettre que vous m'avez envoyée. Dans cette lettre, vous avez dit que la Commission des Transports avait pris une décision incompréhensible et que cela avait pour cause les rapports inadéquats des médias. Mais je me demande un peu de quel droit vous remettez en question l'avis d'une commission spécialisée de ce Parlement et que vous détournez tellement ce qui est fixé à l'ordre du jour. Vous déformez ce qui a été dit. Et si l'on lit encore votre lettre, on a un peu l'impression d'avoir une lettre envoyée par un groupe de pression de l'industrie aéronautique. D'où ma deuxième question. Qu'est-ce que vous recevez pour cette activité de lobbyiste? Combien? Parce que si dans ces circonstances, on doit revenir sur une décision dans ce Parlement, je me demande si c'est vraiment une décision raisonnable et si vraiment vous souhaitez traiter de la sécurité des citoyennes et des citoyens, mais également du personnel navigant. Merci. Thank you very much. And last speaker is Mr. Simpson. Merci, Monsieur Simpson. Monsieur le Président, j'ai souhaité intervenir dans le cadre de cette intervention à la demande parce qu'il y a une chose qui m'inquiète un petit peu. On entend des arguments avancés par certains députés qui semblent montrer que l'on fait trop peu confiance en l'AESA, mais pas seulement l'AESA, mais en les régulateurs de la sécurité au plan national. Chez eux, on nous parle de manque de sécurité, d'aucuns parlent des risques qui pèsent sur les passagers, passagers de quelque nationalité qu'ils soient d'ailleurs. Cela étant dit, les faits sont les faits. Chaque agence de la sécurité aérienne nationale a apporté son appui à cette proposition, que ce soit l'agence belge, l'agence allemande, l'agence espagnole, elles ont tous appuyé cette proposition. Par conséquent, je dois dire que ça m'inquiète un petit peu de voir à quel point il y a là une désinformation qui circule. Maintenant, cette question des pilotes qui s'endorment aux commandes de leur avion, je dirais à notre collègue slovaque, surtout ne croyez jamais ce que vous lisez dans la presse britannique. Ça, vraiment, c'est un conseil en or que je vous donne. Et puis, deuxièmement, l'on a dit que ce qui avait été dit n'était pas juste et que l'autorité de l'aviation civile a dit ceci. Et maintenant, permettez-moi de dire quelques mots à propos du lobbying. Moi, j'ai fait l'objet de contacts par les lobbies des compagnies aériennes européennes pendant de très, très nombreuses années. Mais sur cette question-ci,
Permettez-moi de vous dire que j'ai été beaucoup plus contacté par les syndicats, notamment les syndicats de pilotes, que par les compagnies aériennes. Mesdames et messieurs les députés, prenez-le ou laissez-le, mais quoi qu'il en soit, le lobbying, ça a été un lobbying intense, ça a été un lobbying vigoureux, c'est leur droit, mais surtout que l'on ne commence pas à montrer du doigt les compagnies aériennes du fait de leurs activités de lobbying. Le fait est que le lobbying, il venait tant des pilotes que des compagnies aériennes. C'était le dernier orateur, je l'ai dit précédemment. Monsieur Kramer, vous êtes intervenu 3 fois, ce n'est pas possible. Le commissaire a la parole. Mesdames et messieurs, nous allons tous attendre votre décision demain. Mais permettez-moi de dire un élément. Je n'ai jamais apprécié les insultes personnelles, comme cela vient d'être dit, notamment sur le lobby et les liens avec le lobby. J'ai également reçu des pressions de la part des lobbies des syndicats sur cette question. Mais lorsque nous avons traité de la question de l'initiative transparence et du registre, eh bien, je ne sais pas pourquoi tous ceux qui participaient à cette opération d'enregistrement il y a plusieurs commentaires là, si vous le souhaitez, mais ce type de tableau ne doit pas être la base d'une décision politique. 10, 45, 10, 13, 10, 15, et ces pauses entre les périodes de service et de repos, cela doit relever des experts. Et si vous rejetez cette proposition, eh bien, je ne pourrais qu'en saisir l'AESA, dont la réputation n'est plus à prouver en ce qui concerne la sécurité. Et pour ce qui est des pilotes qui s'endorment, eh bien, je suis ravi d'avoir entendu Madame Foster remettre en question cela. Ils ont le droit de dormir, ça figure dans le règlement. Sur les longs courriers, le pilote automatique est toujours en fonctionnement. Il y a des périodes pendant lesquelles on peut dormir et d'autres non. Cela figure dans le règlement. On ne doit pas dès lors donner l'impression que l'avion n'est pas contrôlé lorsqu'un pilote s'endort. Il est possible d'avoir des amendements techniques afin d'éviter des risques en matière de sécurité. L'Europe est la zone de survol la plus sûre. Voilà, je pense que cette proposition constitue une amélioration comparée à la situation existante, mais de toute évidence, nous allons respecter votre décision et renvoyer cette proposition aux experts. Je vous remercie. Merci. Au nom de la Commission des Transports et du Tourisme, je souhaiterais inviter M. El Khadraoui à prendre la parole. Il aura le dernier mot sur ce dossier. Monsieur El Khadraoui. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
Tout d'abord, permettez-moi de remercier ceux d'entre vous qui êtes intervenus au cours du débat. Merci beaucoup. Je ne fais aucune exception. Il s'agit de la sécurité aérienne ici et c'est une priorité essentielle aux yeux de tous, aux yeux de toutes les personnes présentes. Et Monsieur Kramer, je ne souhaiterais pas que l'on ait l'impression que ceux qui voteront contre la motion demain, contre la résolution, sont contre la sécurité. Simplement, ils sont arrivés à des conclusions différentes des vôtres. Et vous savez, susciter les émotions, cela risquerait tout simplement de susciter le statu quo. On en arrivera au statu quo. Oui, 3 ou 4 ans, d'accord, mais alors en attendant, pour ce qui est des vols de nuit, on sera dans une situation dans laquelle le maximum pour la durée de vol sera de 11h45, alors que dans la proposition, on propose 11 heures. Et puis, je peux vous donner d'autres exemples si vous le souhaitez. Dans la proposition, l'on dit que la somme totale des temps de vol sur une année va passer de 1300 heures de vol à 1000 heures de vol. Et également, les durées de repos les périodes de repos seront augmentées par rapport aux propositions précédentes. Donc je ne pense pas que ce soit une proposition dangereuse, contrairement à ce que certains disent. Et puis en conclusion, je souhaiterais rappeler le malentendu qui semble circuler. On ne doit pas faire une comparaison avec les réglementations nationales dans ce cas-ci. Non, c'est avec la pratique nationale, qui parfois est meilleure dans certains États membres grâce aux législations sociales, grâce aux accords qui ont été convenus, les sociétés sur le terrain sont meilleures. Donc c'est avec cela qu'il faut comparer les choses. Et puis, il ne faut pas oublier que nombreux sont ceux qui ne bénéficient tout simplement pas de la protection sociale que certains redoutent à tort de perdre. Je pense au personnel navigant ou aux pilotes des low-cost, des compagnies low-cost qui, grâce à cette proposition, seront beaucoup mieux protégés que par le passé. Et par conséquent, mon avis personnel, en tant que rapporteur dans le cadre de la comitologie, je propose que l'on ne soutienne pas cette résolution, mais quoi qu'il en soit, il appartiendra à la plénière d'en décider, et nous verrons bien ce que cela donnera, et nous respecterons tous la décision de la plénière. Merci. Point of order. Rappel au règlement. Oui, Monsieur Kramer. Je souhaitais savoir quelque chose. Monsieur El Khadraoui, au nom de la commission TRAN, il parle au nom de la commission TRAN et il exprime son avis personnel et non pas l'avis de la commission. Parce que 21 à 13, c'est ainsi que le vote s'est terminé. I would like to inform you that it was. Je souhaiterais vous indiquer qu'il s'agissait d'un accord au sein de la commission du transport et un accord également de M. Brian Simpson. Mesdames et messieurs, nous avons une proposition de résolution émanant de la commission du transport et du tourisme. Once again, I was informed that it. Je le répète, il y a eu un accord, c'est ce qu'on m'a dit. En commission. Merci de bien vouloir en débattre la prochaine fois ou faites-le en commission. Ce n'est pas à moi de régler la question, d'en discuter. Mesdames et messieurs, nous passons maintenant à un autre débat. Le vote aura lieu demain à 11h30.